Merci, Monsieur le Président, et merci à toute cette assemblée d'être parmi vous dans ce magnifique lieu et dans ce colloque passionnant. Le nom de Baudelaire a déjà été prononcé 2 fois dans cette enceinte, hier, et sa présence donc au centre de mon propos ne vous paraîtra, je l'espère, pas incongrue. Le nom de Baudelaire, en effet, est indissociable de la notion de modernité. S'il n'a pas forgé le mot, il a le premier donné un sens à ce mot, tenté de lui donner un sens complexe, comme nous le verrons. Et si j'introduis ce moment Baudelaire dans nos débats, je voudrais préciser aussi d'emblée que ce n'est nullement pour fétichiser cette émergence du terme modernité, ni, bien sûr, encore moins, pour en fixer la valeur qui est éminemment mobile dans une sorte de illusion de l'origine. Bon, c'est bien plutôt pour marquer le caractère complexe, ambivalent, le mot a été employé à plusieurs reprises hier, plurivoque de cette émergence du mot modernité et de la notion. Et peut-être éviter ainsi, autour de ce mot, un certain nombre, disons, d'emballements. À cet égard, je situerai d'ailleurs volontiers mon propos ou mes remarques dans le prolongement de plusieurs interventions qui ont eu lieu aujourd'hui et surtout hier, celle en particulier du professeur Tosi, lorsqu'il proposait de défaire le caractère performatif de la notion de modernité pour rétablir des parcours. C'est donc le parcours français ou une partie du parcours français de la notion que je retracerai rapidement. Sans doute nous est-il difficile aujourd'hui de partager un certain optimisme des Lumières, l'optimisme d'un Locke ou d'un Hume si confiant dans le pouvoir heuristique des définitions exactes. Aurions-nous d'ailleurs cet optimisme que le mot modernité serait à lui seul décourageant. Paul Valéry, dont j'essaierai de dire un mot si j'ai le temps, parlait des mots trombone, mais il pensait à l'instrument de musique, non pas au petit accessoire métallique qui est présent dans toute administration qui se respecte. Les mots trombone, Valéry voulait dire des mots qui s'étirent démesurément, comme l'instrument en question, et qui font beaucoup de bruit. Modernité est de ces mots-là. La question serait donc, à quel point étirons-nous le trombone dans nos usages de modernité? À quel point ces extensions du trombone vers des concepts comme sécularisation, émancipation, rationalité, etc., sont-elles parfaitement justifiées? Et il ne me semble pas inutile, pour y réfléchir, de replonger le mot modernité en quelque sorte dans le bain d'où il a émergé. Mais il y a une autre et forte raison de faire place ici à un poète. C'est, tout simplement, il est à peine besoin de le rappeler, que moderne et modernité sont des termes qui ont été forgés dans le champ des lettres. On ne disait pas encore littérature, mais les lettres ou les belles lettres ou les lettres humaines, ce sont des notions littéraires qui sont plus tard devenues ces mots trombones dont nous jouons. Et pour en appeler ici à une autre autorité que la mienne, et peut-être moins suspecte d'intérêt particulier, j'invoquerai le témoignage d'un historien, mon collègue à l'École des hautes études en sciences sociales, François Hartog, qui rappelle dans son beau livre intitulé « Ancien, moderne, sauvage » que c'est dans le champ des polémiques littéraires, je le cite, qu'a pris naissance l'opposition entre ancien et moderne. Elle y est restée longtemps dans ce champ, comme nous allons le voir. Je voudrais donc vous proposer un très rapide parcours dans les périodisations, du moins telles que je les formule pour moi-même. Non seulement je ne veux pas faire de Baudelaire une origine, mais pour bien exorciser ce risque, je commencerai ce parcours bien en deçà de Baudelaire, et même avant l'apparition du mot moderne. Première très longue étape, rassurez-vous, il y en a très peu d'étapes. Première très longue étape, de l'Antiquité à la fin de l'âge classique. Cette étape, je la divise, pour les besoins de la clarté de l'exposé, en deux
sous-étapes. Première partie, sans le mot moderne. Deuxième partie, avec le mot. Première partie sera très brève, c'est la phase antique, et les anciens, déjà, connaissent plus anciens qu'eux. Et ils les désignent ainsi. Ils les désignent comme des archaïoi en grec, par exemple. Et quant aux nouveaux, aux plus récents, eh bien, ils les désignent, par exemple, en grec par le comparatif, néotéroi, ceux qui sont plus récents, ou en latin par le mot sequentes, ceux qui viennent après, tout simplement. Ce qui domine dans l'attitude de l'Antiquité, c'est-à-dire des anciens vis-à-vis des plus anciens, c'est la reverentia en latin, la révérence, le respect. Sautons directement à l'apparition du mot, non pas moderne, puisque nous sommes encore en latin, mais modernus. Modernus, c'est du latin tardif, le mot apparaît au 5e siècle. Le mot vient de modo, qui est un adverbe qui veut dire à l'instant. Modernus, c'est donc ce qui est actuel, c'est le présent. Cette très longue étape, depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge classique, elle est dominée, me semble-t-il, c'est pour ça que je me permets de l'unifier, par une disposition, c'est la comparaison. Mais dans cette comparaison, je distinguerai de nouveau 3 phases qui correspondent à 3 inflexions de la comparaison. La première, je l'ai déjà nommée pendant l'Antiquité, c'est la révérence, le respect admiratif. La deuxième phase, dans cette grande, longue étape comparative, c'est celle de la Renaissance. Et à la Renaissance, on va parler d'émulation, emulatio. Je n'insiste pas, les travaux de Marc Fumaroli et d'autres sont nombreux à ce sujet. Les Renaissants se regardent comme en miroir, dans le miroir des anciens. Il y a bien sûr la théorie des exemples à tirer des anciens, mais il s'agit surtout d'une sorte de rejaillissement réciproque des qualités. Les Renaissants lisent les anciens, les admirent, veulent se montrer dignes d'eux. Émulation. L'âge classique introduit une nouvelle nuance, c'est la concurrence. Il suffit d'un mot pour résumer ces nouveaux débats, c'est le mot de querelle, et vous savez qu'il y en a eu plusieurs. Je ne vais pas évidemment entrer dans les querelles entre anciens et modernes. Je voudrais dire simplement que 2 traits me semblent caractériser ces querelles. Premier trait, c'est aux modernes de faire leurs preuves face aux anciens. Deuxième trait, qui est important, qui annonce des choses pour l'avenir, c'est que pour faire leurs preuves, eh bien, les modernes vont jouer des cartes très politiques. Des cartes politiques en disant, comme Charles Perrault, pourquoi le siècle de Louis XIV, Louis le Grand, serait-il inférieur au siècle d'Auguste? Très politique aussi dans les applications pratiques que peuvent avoir les débats entre anciens et modernes. Et je pense ici en particulier à la formulation des programmes scolaires, une question qui ne laisse personne indifférent, je crois. Ainsi d'ailleurs qu'à des débats moins connus, comme la question de l'inscription sur les monuments publics, fallait-il qu'elles fussent en français ou en latin? Les modernes gagnent cette sous-bataille de la sous-querelle en obtenant les inscriptions en français en 1677. Reste que, tout au long ou à peu près de ces 3 phases de l'époque que je dis comparative, la valeur est restée du côté des anciens. Ils sont les talons or ou non, sur lesquels les nouvelles valeurs se mesureront ou auxquelles on se mesure. Dans un tête-à-tête, moderne-ancien, autour duquel viennent s'agréger 2 figures. Henri Laurence l'a rappelé hier, une figure orientale et puis aussi la figure du sauvage, étudiée en détail dans le livre de François Hartog que je viens de citer. Me voilà au moment d'une première grande rupture. Cette rupture n'est pas extrêmement visible pour l'historien, même pour l'historien de la littérature. C'est une rupture qui est dominée, me semble-t-il, par l'historicisme. Peut-être le mot est-il un peu rapide, je vais m'expliquer. Cette rupture présente elle-même 2 aspects très différents, très distincts,
et, chose curieuse, séparés chronologiquement par la Révolution française, puisque l'un des aspects de la rupture est antérieur à la Révolution, l'autre postérieur à la Révolution. Premier aspect de la rupture, ce que j'appellerais l'historicisation de la jouissance esthétique. Ce qui plaît esthétiquement, c'est désormais ce qui se conforme au goût, aux attentes, aux passions des récepteurs des œuvres. C'est une idée qui nous paraît banale, mais qui est nouvelle. On la trouve déjà chez Jean-Jacques Rousseau, mais je n'ai pas le temps ici d'élaborer, dans sa lettre à d'Alembert, sur les spectacles. Mais elle est surtout formulée à la suite de Rousseau, d'ailleurs qui est nommé dans le texte, par Beaumarchais, dans une sorte de texte théorique, l'essai sur le genre dramatique sérieux. Beaumarchais, je vous cite simplement une phrase pour vous donner l'esprit de cette nouvelle approche. Beaumarchais écrit « Que me font à moi, sujet paisible d'un État monarchique du XVIIIe siècle, les révolutions d'Athènes ou de Rome? Quel véritable intérêt puis-je prendre à la mort d'un tyran du Péloponnèse ?» Et Beaumarchais répond « Aucun. » Mais, et c'est mon deuxième aspect, la Révolution française va répondre autrement. La Révolution française va répondre au contraire. Nous nous passionnons pour les tyrans du Péloponnèse. Nous nous passionnons pour ce qui est arrivé à Sparte, ce qui est arrivé à Athènes. Je ne vais pas vous raconter cet aspect de la Révolution française, vous le connaissez aussi bien que moi. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est ici une sorte de ruse de la raison, que ce retour en force, et parfois en farce, de la référence archaïque. Je dis en farce en pensant à un texte que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est l'essai sur les révolutions du très jeune Chateaubriand, essai que le jeune Chateaubriand, c'est un essai, un parallèle entre tous les personnages de la Révolution française et les Grecs et les Latins. Alors il faut trouver des équivalents à Chaumette, à Robespierre, à Camille Desmoulins, c'est pas toujours très facile, hein, en Grèce et à Rome, mais il y arrive. Et puis quand Chateaubriand republie son texte en 1828, eh bien à ce moment-là, il se moque de lui-même dans les notes en bas de page, il moque son propre texte de jeunesse. C'est donc quelque chose de tout à fait étonnant. Ruse de la raison, donc, en quel sens? Eh bien, au sens, tout simplement, où, pour les survivants révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, ou repentis de la Révolution, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a là une leçon majeure de la terreur et de ce qui a été, y compris pour les révolutionnaires les plus sincères et convaincus, l'échec de la Révolution, c'est-à-dire le moment terroriste. Ce moment terroriste, il est attribué, et cela dès le lendemain de Thermidor, chez un grand écrivain que Jean-Claude Bonnet connaît bien pour l'avoir édité dans de très beaux volumes, c'est Louis-Sébastien Mercier, qui dans son Nouveau Paris explique que c'est la copie imbécile de l'Antiquité qui a été une cause majeure de la terreur. On verra ce thème repris pendant le XIXe siècle jusqu'à Jules Vallès, très étonnant ici, qui a une formule que je ne résiste pas au plaisir de vous citer, Vallès, qui homme de gauche, entre guillemets, et qui dit « La Révolution a eu ce tort d'affûter la hache de Brutus sur le couteau de Guillotin. » Le couteau de Guillotin, la guillotine, bien sûr. Voilà en quoi il y a ruse de la raison. C'est que ce retour en force et en farce de l'archaïque a définitivement discrédité le parallèle des anciens et des modernes. Il y a donc là un changement radical qui s'opère et dont la chambre d'enregistrement, si j'ose dire, est un texte lui-même célèbre. C'est le texte de Benjamin Constant, écrit en conférence prononcée en 1919, juste au début de la Restauration, la différence de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Ce texte est considéré comme fondateur et je résume en somme ce moment de double rupture qui, vous voyez, est séparé quand même par quelques décennies. Cette rupture se fait sur un double constat, mais sur deux plans très différents. Un, seul ce qui nous est proche nous touche, c'est la rupture sur le versant esthétique. Deuxième versant, la cité antique n'a rien à voir avec la citoyenneté des modernes, et toute confrontation est vaine entre les deux, et c'est la rupture qu'opère
Benjamin Constant sur le versant politique. Voilà comment on pourrait résumer très très rapidement cette périodisation. Et j'en viens à mon deuxième point, c'est-à-dire Baudelaire. Baudelaire, qui est donc dans un certain nombre de textes que je vais évidemment je ne pourrai pas évoquer dans le détail, mais que je voudrais rassembler très rapidement, qui va opérer une nouvelle mise en place du moderne et de la modernité. Non pas seulement en introduisant le mot modernité, même si en fait les lexicographes le datent de 1843, d'une traduction de Heine, et peut-être même y a-t-il une occurrence dans Chateaubriand, à vérifier. C'est bien Baudelaire qui, le premier, essaie de penser cette modernité. Il accrédite le mot, il problématise. Le texte de référence ici est Le peintre de la vie moderne. Le peintre de la vie moderne qui est consacré à l'œuvre de Constantin Guis. Texte de 1864, repris dans l'art romantique ensuite. Mais ce texte, il faut le lire, ou il faut en tout cas le penser, à côté de deux autres textes de Baudelaire, à peu près des mêmes années. D'une part, un article où il introduit un autre néologisme tout à fait important dans l'histoire culturelle française, le néologisme américanisation. C'est Baudelaire qui invente, si j'ose dire, l'américanisation. Et puis, un troisième texte, un fragment tout à fait étonnant, je voudrais pouvoir vous le lire tout entier, mais il fait 2 pages et je ne le ferai pas, dans Fusée, ce sont des textes parus posthumes, c'est le fragment 22 qui commence par cette phrase « Le monde va finir ». Le monde va finir. Il y a donc un tourniquet que je voudrais très rapidement signaler entre les 3 textes. Baudelaire, en effet, articule une thèse esthétique, une critique culturelle ou civilisationnelle et une prophétie catastrophique. Le monde va finir. La thèse, elle est énoncée dans le peintre de la vie moderne, excusez-moi. Cette thèse, elle prolonge la réflexion esthétique du romantisme, valorisant le présent. C'est une défense de la mode, de l'éphémère, c'est un motif stendhalien, et Baudelaire prolonge ce motif, le corrige, mais aussi il le redresse. Il le redresse car il présente l'artiste comme quelqu'un qui va, qui court, c'est le symbole même du moderne, qui cherche. Il cherche au milieu de ce grand désert d'hommes qu'est devenu la civilisation, comme l'homme des foules d'Edgar Allan Poe. Et ce que cet homme, l'artiste, cherche à atteindre, c'est, dit Baudelaire, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose que l'on nous permettra d'appeler la modernité. Et voilà, le mot est lâché, non pas pour désigner tout simplement le présent, l'époque, le contemporain, mais la transmutation que l'artiste doit opérer du transitoire, du fugitif, du contingent. Et donc, la modernité présentiste n'est, aux yeux de Baudelaire, c'est son expression, que la moitié de l'art, la moitié du chemin, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. En ce sens, vous voyez qu'il y a à la fois continuité du topos historiciste que je mentionnais, mais en même temps profonde transformation. Rupture avec l'historicisme que le romantisme venait d'imposer 50 ans plus tôt, à peine. Cette modernité artistique, selon Baudelaire, est même transhistorique. Je cite, « Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien ». Plus net encore, Baudelaire toujours, en un mot, il faut que toute modernité soit digne de devenir antique. Fin de citation. Et encore, vous n'avez pas le droit, dit Baudelaire, de mépriser le transitoire, le fugitif, le présent donc, mais il est impossible de s'en contenter. Et ici, un écho de Paul Valéry, qui n'aimait pas le moderne en art. Le moderne se contente de peu. C'est sa définition du moderne. Deuxième sommet du triangle, l'américanisation. Je vais très vite ici. C'est dans un texte sur l'exposition universelle de 1855. Baudelaire commente l'exposition, parle d'art, parle aussi évidemment d'industrie,
Et tout d'un coup, il se lance dans une tirade contre une erreur forte à la mode dont je veux me garder comme de l'enfer. Nous voulons parler de l'idée de progrès. Et donc, à côté de l'éloge du moderne, vous avez cette attaque absolument virulente contre le progrès qui est nommé tout le long du texte ce fanal obscur, ou encore ce fanal perfide. Attaque qui vise aussi la démocratie, qui vise aussi la démocratie du lecteur de journal. Ce que Baudelaire appelle ces bons Français qui lisent tous les jours leurs journaux dans leur estaminet. Ce pauvre homme, c'est Baudelaire qui parle, est tellement américanisé, revoilà l'américanisme, le pauvre homme est tellement américanisé par ces philosophes zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral. Enfin, le fragment 22, le monde va finir, le troisième sommet du triangle. Je le résume, je ne peux pas faire plus. Ce fragment, que Baudelaire lui-même présente comme une prophétie, avec beaucoup d'autodérision, annonce ce qu'il appelle la ruine universelle ou le progrès universel, car peu importe le nom. Progrès universel est synonyme pour Baudelaire de ruine universelle. Nous périrons par là où nous avons cru vivre, la mécanique nous aura tellement américanisés, d'accord, 2 minutes, ça va être dur, que les progrès nous aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges, antinaturelles des utopistes ne pourrait être comparé à ces résultats. Si j'ai rappelé ce thème baudelairien, et donc je conclus en 2 minutes, si j'ai rappelé ce triangle baudelairien, c'est parce que cette matrice me paraît, sinon prophétique, comme le dit lui-même Baudelaire, mais avec évidemment beaucoup d'auto-ironie, mais elle me paraît extrêmement éclairante dans l'intrication même qu'elle organise dès l'origine de l'introduction du terme autour de la modernité. Elle pose comme constitutive une équivoque qui ne sera jamais levée entre, d'une part, une modernité valorisée comme acceptation du monde présent, et donc comme objet de l'art moderne, et d'autre part, le rejet véhément de ce dont l'américanisation va devenir la métaphore pendant un siècle, particulièrement en France, c'est-à-dire l'écrasement de la vie par la technique, la faillite du spirituel, et il faudrait ici relier à Rimbaud. Deuxième point, à cette divergence majeure qui condamne le moderne à une sorte de strabisme, s'ajoute la tension entre une modernité revendiquée comme une exigence et le modernisme, appelons-le ainsi, subi comme une fatalité. Troisième point, et c'est peut-être le plus important, ce texte de Baudelaire montre que la matrice des concepts de moderne et de modernité est placée sous le signe de l'ironie, redoublée en auto-ironie. Et c'est seulement sous ce signe qu'aux yeux de Baudelaire peut être définie la modernité. Impossible ici d'ailleurs de ne pas penser à Hegel, définissant le siècle qui s'ouvre, le XIXe siècle, comme celui de l'ironie. Que conclure? Certainement pas à une nouvelle... Non, c'est pas grave, je sauterai celui-là. Certainement pas à une nouvelle définition de la modernité. J'ai bien pris garde dès le départ de dire que tel n'était pas mon projet. J'aurais aimé faire un petit détour par Valéry, mais je le laisserai en route. Je vous recommande de relire La crise de l'esprit, où on voit très bien comment l'ouverture des sens proposée par Baudelaire peut mener vers des dérives comme la dérive décadentiste, puisque Valéry définit le moderne comme un décadent dans La crise de l'esprit. Mais je conclus, je l'ai promis. Je terminerai non pas par des conclusions, plutôt par 2 vœux, un double vœu. Un vœu de fidélité, non pas à Baudelaire, ni au sens, au pluriel, que nous propose Baudelaire, et un vœu de fidélité à l'ironie inhérente à la formation moderne du concept de modernité. Car, hors de cette ironie, il me semble, point de salut pour nous, analystes. C'est le naufrage ou la dérive de la notion labile, centrifuge, dérive vers des lieux de fixation, comme la décadence chez Valéry, où elle se perd, où elle cesse d'être un point de productivité. Second vœu,
corollaire du premier, que la modernité cesse d'être articulée comme une injonction. Elle ne l'est à aucun moment chez Baudelaire, et même chez Rimbaud, je pourrais montrer que l'ironie du « il faut être absolument moderne » exclut les interprétations qu'en font certaines avant-gardes. Nous qui nous reconnaissons dans ce que le mot modernité, bon an, mal an, au prix de bien des malentendus, porte du legs des Lumières, ne répétons pas en faveur de la modernité, mais en fait, cette répétition la dessert, la fameuse parole de saint Paul. Je cite saint Paul parce qu'on m'a dit que c'était l'anniversaire de sa conversion aujourd'hui, ce que j'ignorais. Merci à Dominique Bourrel pour cette information. La parole de saint Paul, qui est une des paroles les plus critiquées par les Lumières, le mot qui leur paraît la maxime même de l'intolérance, force-les d'entrer. Ne répétons pas en faveur de la modernité le force-les d'entrée de saint Paul. Les événements politiques les plus contemporains l'illustrent assez. Il peut y avoir, à la violence de cette injonction à avancer, des réponses qui se traduisent par de douloureux retours de bâton.